Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, je m'apprête à vous raconter la deuxième histoire de l'année 2025, histoire comme les autres, totalement sortie de l'imagination de LB. Petite nouveauté, pour cette histoire-ci, j'ai quitté le Québec pour me rendre directement sur les lieux. Je me trouve actuellement en Guyana, plus précisément à Linden. Pour vous situer Guyana, il s'agit d'un petit pays entre le Venezuela et le Suriname. Ce pays a une frontière au sud avec le Brésil, donc vous imaginez le beau temps ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurora, la Québécoise, votre narratrice favorite. L'histoire commence, maintenant. Nous voici en 1995, à la Nouvelle-Amsterdam, une ville de 33 000 habitants, en Guyana. Dans un quartier très pauvre de cette grande ville vit la famille Winteri. Orlando, le père, Chilia, la mère, et les deux enfants Donovan, 17 ans, et Ruiz, 19 ans. Donovan et Ruiz ne vont pas à l'école. Ils travaillent dans une petite entreprise familiale. Ils promènent des touristes sur des pirogues sur le fleuve Berbice. Ils travaillent ensemble, du mardi au samedi de 9h à 19h. Lorsqu'il n'y a pas de clients, Donovan et Ruiz passent leur temps à jouer au football. Partout où ils vont, ils ont toujours un ballon de football. Comme beaucoup de jeunes hommes, ils rêvent d'une carrière de footballeur. Avec une frontière terrestre avec le Brésil, cela se comprend. Le 5 mai est un jour férié. Il s'agit du Indian Arrival Day. Ce vendredi-là, les deux frères ne travaillent pas et restent à leur petite maison. Aux alentours de 13h, ils entendent à la radio locale que Monsieur Christian S., l'entraîneur du club de football du FC Martigues, viendra le 26 mai prochain, jour de fête nationale du pays, pour faire une détection de jeunes talents. Il sera présent au stade municipal de Linden entre 10h et 16h. Christian S., âgé de 43 ans à cette époque, était un ancien joueur international français au poste d'ailier gauche, ayant joué entre autres à Saint-Étienne, au Montpellier Payade Sport Club et au Gros-du-Roi, entre autres. Notons que le Montpellier PSC est à ce jour le Montpellier Hérault Sport Club. Les deux frères rêvent de participer à cette détection. Le problème, c'est que c'est assez loin et le trajet coûte cher. Le soir, à l'arrivée des parents à la maison, Ruiz, en tant qu'aîné de la fratrie, s'entretient avec ses parents et évoque la détection de football qui aura lieu 3 semaines plus tard. Malheureusement, les parents ne peuvent pas financer le trajet aller-retour en bus pour leurs deux enfants. Cependant, Orlando, le père fait une proposition. Pour récolter l'argent nécessaire, il suggère de travailler 2 heures de plus par jour et de promener les touristes en pirogue les dimanches et les lundis jusqu'au jour J, afin d'avoir suffisamment d'argent. Un autre défi de taille pour ces deux jeunes hommes, en plus de travailler, ils se doivent de s'entraîner pour pouvoir se démarquer des autres jeunes joueurs. Par le biais des relations du père de famille, durant 3 semaines, les deux jeunes hommes s'entraînent au gymnase municipal à titre gracieux. Bernardo Datti, l'adjoint au maire de la Nouvelle-Amsterdam, ami d'enfance du père, soutient les frères Winteri. La détection se déroule en 3 phases. À Linden, 45 jeunes joueurs âgés entre 15 et 21 seront sélectionnés pour la deuxième étape. La deuxième étape se déroulera à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, et pour la dernière étape, le 2 juin 1995 à Martigues, seuls 10 joueurs seront retenus pour intégrer le FC Martigues. Les frais de déplacement vers la France seront pris en charge par le club de Martigues, tout comme le retour au pays pour les jeunes n'ayant pas réussi. Un vrai parcours du combattant, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout, tenez-vous bien. Sans savoir s'ils réussiront la première étape, ils étaient obligés de faire les démarches en un temps record pour obtenir un passeport et pour obtenir un visa pour entrer sur le territoire français. Ces 3 semaines n'étaient vraiment pas de tout repos. Reste à savoir si cela en vaut la peine. La famille récolte une belle somme d'argent durant ces 3 semaines. Les enfants sont heureux, ils pourront faire le déplacement à Linden. Nous sommes à présent le 26 mai, le grand jour. Il fait encore nuit, il est 4h11 du matin, lorsque les frères Winteri montent dans le bus K103 à destination de Quarantine River, à la frontière du Suriname, pour ceux qui aiment les détails à la con. Orlando, le papa est du voyage. À 6h, le jour se lève à peine. Le bus arrive à la gare de Linden. 2 km 600 les séparent du stade. Il ne se décourage pas et marche jusqu'au stade. Le père se permet même de plaisanter en laissant croire à Donovan qu'il a oublié son passeport dans le bus. La blague a duré une demi-heure. Merci dès à présent de prendre quelques instants pour cliquer sur j'aime et de laisser un commentaire afin d'encourager l'excellentissime LB pour d'autres histoires à venir. Je vous rassure, il m'a payé cher pour dire excellentissime. Revenons à l'histoire. Christian S., l'entraîneur est de nos jours encore d'actualité, âgé de 73 ans,
Il est désormais directeur sportif d'un club de football, toujours en France, en région Pays de la Loire. Ce club évolue en Régional 3. Christian se souvient parfaitement de ses deux frères. Exceptionnellement, je vais laisser un confrère prendre le relais de l'histoire. Je vous présente Bruno, mon homologue français, en direct de la ville de Trélazé, à la rencontre du directeur sportif. Pour ma part, je vais faire un tour de pirogue et siroter quelques cocktails. C'était Aurora en direct de Guyana. Kiss. Bruno? Allô? Bruno? Oui. L'antenne est à vous? Terminé. Aurora, je vous reçois 5 sur 5. Bon séjour en Guyana. Ici en France, il fait plutôt froid en cette fin janvier. Bonjour à toutes et tous. Je prends le relais depuis la ville de Trélazé, où je viens de m'entretenir avec monsieur Christian S., qui m'a accordé du temps après le match de l'équipe féminine du S au Cholet à l'extérieur. Je ne vais pas m'attarder sur les étapes de la détection de jeunes talents de footballeurs de Linden en Guyana, ni de celles à Marseille et Martigues. Ruiz a réussi sans aucun souci les 3 étapes. Il a été la 7e recrue sur 10. Son petit frère de 17 ans, Donovan, était sur le point de faire demi-tour en Guyana. Il était classé 11e sur la liste. Je vous rappelle que seulement 10 d'entre eux étaient retenus. Alors qu'ils se trouvent dans l'avion, à quelques minutes du départ depuis l'aéroport international de Marignane, une annonce au micro se fait entendre. L'annonce est en anglais, c'est la langue officielle de Guyana. Your attention please, this is the captain. The man named Wintery Donovan is asked to return to the emergency boarding hall. En regagnant le hall d'embarquement du hall 3 de l'aéroport, il rencontre Francis, l'entraîneur de l'équipe réserve du FC Martigues. Francis l'informe que 10e joueur sur la liste est forfait à cause d'une lourde blessure. Donovan intègre finalement le club dans des circonstances plutôt inattendues. Ruiz intègre l'équipe première et Donovan l'équipe réserve. Ils signent leur contrat le 9 août 1995 en compagnie de Célina, leur agente. Ruiz quitte le club le 3 mars de l'année suivante, le même jour où l'entraîneur est licencié. Le club terminera dernier de première division derrière l'AS Saint-Étienne et le FC Gueugnon. Ruiz évite la relégation en 2e division en signant au Stade Rennais FC. Il évoluera au poste d'attaquant aux côtés d'un certain Sylvain Wiltord. Wiltord qui sera champion d'Europe en l'an 2000 avec l'équipe de France. En février 1998, quelques mois avant la Coupe du Monde de football, qui sera disputée en France et dont vous connaissez le dénouement final, Ruiz fête sa première sélection en équipe nationale de Guyana. Hasard du calendrier, son premier match se joue contre l'équipe de France à Bordeaux, au stade Parc-Lescure. L'équipe de France remporte ce match 5-1. Ruiz a marqué le seul but de son équipe sur coup franc direct, suite à une grosse faute de Vincent Candela. Quant à Donovan, c'est pour lui aussi l'année de la consécration. Après avoir disputé 13 matchs en équipe professionnelle en 2e division du FC Martigues, il est recruté par le RC Lens après son match inoubliable contre le Red Star en banlieue parisienne, où il avait inscrit 4 buts, dont 2 sur penalty. Il arrive au mercato d'hiver et sera à la fin de cette même saison champion de France de première division. Lens sera champion de France avec 68 points, tout comme le FC Metz, mais avec une meilleure différence de but. La carrière de Donovan prend de l'ampleur. 2 autres clubs de football le suivent de près, le Paris Saint-Germain et l'Athletic Bilbao, qui sera champion d'Espagne cette même saison. Ruiz va passer un été 98 très difficile, alors que la carrière de son petit frère monte en puissance et que la sienne est au top. Le 12 juillet au soir, il se trouve à Lyon, avec son frère et leur petite amie respective. Il fête la victoire de l'équipe de France, car les 2 jeunes femmes, Léa et Mounia, sont françaises. Alors qu'il avait prétendu avoir consommé que 2 verres d'alcool, il démarre sa voiture, une Alfa Romeo GTV Twin Spark. Il conduit son frère, Mounia et Léa à la place Bellecour dans le 2e arrondissement lyonnais pour poursuivre la fête. Il y a énormément de bouchons sur la route. Il décide de prendre une autre route, sans GPS évidemment, ni toute autre aide à la conduite. Ruiz roule de plus en plus vite, il perd le contrôle de la voiture à l'intersection de la rue Émile Zola, où il percute la Peugeot 206 de Floriana, une Strasbourgeoise venue passer ses vacances à Lyon. La voiture de Floriana n'a pas beaucoup de dégâts. Pour autant, Floriana, plongée dans un coma, perdra la vie une semaine plus tard à l'hôpital. Léa et Mounia sont indemnes, tout comme Ruiz. Donovan s'en tire avec un gros hématome au visage et une énorme douleur à la jambe droite. Il perdra totalement l'usage de ses jambes au bout de quelques heures. La justice décide d'être sévère avec Ruiz. Tous les médias européens sont présents pour entendre le verdict. Il ne fera jamais appel de la décision. 7 ans de prison et doit verser la somme de 800 000 francs. Donovan avait un contrat de 3 ans avec le club lensois. Malgré son invalidité, Donovan sera salarié du club à salaire complet,
hors prime durant 1 an. Ensuite, le club met fin au contrat. Donovan retourne vivre dans son pays d'origine. Léa le suit. Ruiz ne se pardonnera jamais ses actes, suivis de lourdes conséquences. La sœur de Floriana a échappé au drame. Exceptionnellement, ce soir-là, elle n'a pas accompagné sa sœur en voiture. C'est une miraculée. Christian S., l'ancien entraîneur du FC Martigues, avait toujours gardé contact avec Ruiz, même après leur départ respectif du club. Christian avait repris les commandes du CS Mulhouse. Mais, en 1998, il était sélectionneur de l'équipe nationale du Mali. Ruiz Winteri recevait la visite de Christian en prison en moyenne 2 fois par trimestre. Ruiz sortira finalement au bout de 5 ans, le 3 novembre 2003, de la prison des Baumettes de Marseille. Il n'a jamais eu de visite de membres de sa famille depuis son incarcération. Il a appris par l'intermédiaire des médias télévisés que son frère a retrouvé l'usage de ses jambes, qu'il est marié à Léa et qu'il est depuis 1 an le sélectionneur de l'équipe Espoir de Guyana. Donovan refuse tout contact avec son frère. À sa sortie de prison, il y avait une vingtaine de journalistes. Le seul visage familier est celui de Mounia. Elle vient à sa rencontre, ne dit pas un seul mot, le serre dans les bras, lui remet une enveloppe bleue et repart aussitôt. La seule personne à lui avoir pardonné, c'est Kelly, la sœur de la Floriana, décédée des suites de l'accident. Ruiz sera même invité au mariage de Floriana, mais déclinera l'invitation par respect pour les parents. Cependant, il financera de sa propre volonté le mariage de Kelly et Paolo. De nos jours, en 2025, nous apprenons que Ruiz, qui a 49 ans, vit en Croatie et ne s'est jamais marié. L'enveloppe noire est toujours intacte, fermée sur sa table de nuit. Mounia a 46 ans. Nous avons perdu sa trace il y a 3 ans, lors de son départ pour Los Angeles. Elle s'était confiée à une dizaine de médias concernant sa relation avec Ruiz. Lors de son apparition sur un plateau télé, elle avait indiqué en 2006, dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel, que Ruiz était un compagnon exemplaire, toujours à l'écoute, romantique et très attentionné. Mounia déclarait ensuite qu'il avait pour ambition de venir en aide à des familles pauvres en Guyana. Et pour finir, elle évoquait avant de fondre en larmes en plein direct dans l'émission que Ruiz n'était pas le seul qui méritait une sanction. Et en fixant la caméra, elle dit tout en ayant les mains tremblantes « Monsieur et Madame, je ne sais pas si vous pourriez nous pardonner un jour. Ce devait être un jour de fête nationale. Pour vous, la victoire de l'équipe de France de football sera malheureusement toujours associée à la perte de votre enfant. Floriana ne méritait pas ça. Une fois de plus, je vous prie de croire que je regrette tous les jours le comportement de nous 4 dans la voiture. » C'est sur cette phrase bouleversante que s'achève cette histoire. Je vous avoue que j'en ai la chair de poule. C'était ma première apparition sur cette chaîne. Merci beaucoup à LB pour sa confiance et merci à ma consoeur Aurora. Merci beaucoup à Christian S pour m'avoir permis d'en savoir plus sur cette histoire à rebondissement. C'était Bruno en direct du stade Bernard Biotto 1 de Trélazé. N'oubliez pas qu'il ne s'agissait que d'une fiction. Les personnages principaux n'ont jamais existé, sauf un seul, à vous de trouver. Dites-moi en commentaire ce que pouvait contenir l'enveloppe selon vous. Soyez imaginatifs. À très vite. Ici Trélazé, à vous les studios.